La question fondamentale qui s'est posée au juge, il y a maintenant plus d'un siècle, c'est de savoir si on peut faire exactement ce que l'on veut avec son droit de propriété, quitte à nuire aux autres. Cette affaire de conflit de voisinage et d'abus de droit vieille de plus de 100 ans a opposé M. Coquerel à M. Clément Bayard et a donné lieu à un arrêt définitif de la Cour de cassation le 3 août 1915. Si cette affaire est passée à la postérité, c'est en raison des circonstances absurdes de ce conflit de voisinage d'une rare originalité. Bonjour, je suis Dorian Fournier, je suis diplômé notaire et je prends plaisir à vous conter des affaires judiciaires du passé pour, si possible, en tirer des leçons utiles. Dans cette affaire donc, le conflit entre Coquerel et Clément Bayard a amené les juges à faire une application remarquée de la théorie de l'abus de droit. Qu'est-ce que c'est ? En fait, derrière, la question fondamentale qui s'est posée aux juges, il y a maintenant plus d'un siècle, c'est de savoir si on peut faire exactement ce que l'on veut avec son droit de propriété, quitte à nuire aux autres. Après tout, le droit de propriété n'est-il pas absolu ? Je reviendrai sur cette notion au cours de l'épisode, car c'est l'élément fondamental de notre affaire. Mais vous ne pourrez en comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire que si je vous fais le détail des faits, et là, suivez-moi, on va un peu rire ensemble. C'est parti. Les faits se déroulent dans la petite commune de Trollibreuil, dans l'Oise, dans la région Hauts-de-France. Pour ceux qui visualisent un peu, cette commune est située à une quinzaine de kilomètres de Compiègne. À Trollibreuil, donc, monsieur Adolphe Clément Bayard a créé ce qu'on appelle un terrain d'aérostation en 1909 pour y bâtir son hangar de construction de ballons dirigeables. Et oui, nous sommes dans une époque de révolution industrielle, c'était le genre de création sur lesquelles certains industriels de l'époque travaillaient. Et je suis content parce que je vous ai retrouvé sur internet des photographies réelles de l'époque que vous pouvez voir à l'instant. Et si c'est documenté, c'est parce qu'en fait, ce Clément Bayard, ce n'est pas n'importe qui. C'est un industriel français de l'époque, créateur de complexes sportifs, industriels, commerciaux d'importance, de deux usines remarquables à Mézières et Levallois-Perret, qui est à l'époque de sa construction en 1904 la plus grande usine de France, et créateur d'une société industrielle de cycles, de vélos quoi, on disait comme ça, d'automobiles et de matériel aéronautique. Ce n'est quand même pas rien. Et dans le cadre de cette dernière entreprise d'aéronautique, il a donc développé et produit des ballons dirigeables. Il en aura fabriqué 6 dans sa carrière sous la marque Clément Bayard. Il était donc connu et reconnu, il côtoyait des personnes importantes de l'époque, et il reste une référence historique. Je vous remets des images du hangar et du dirigeable, vous pouvez voir la taille impressionnante de ces installations. C'est énorme, la majorité de ces dirigeables mesuraient plus de 80 mètres de long quand même. Et alors je ne sais pas si c'est par jalousie, ou si le monsieur Coquerel a flairé le bon filon, vu que Clément Bayard devait quand même avoir un peu d'argent. Entre parenthèses, mes sources mentionnent qu'il vivait en mésintelligence. Bon, c'est-à-dire qu'il ne s'appréciait pas beaucoup, sans que je ne sache exactement pourquoi. Mais le fait est qu'en 1910, et rappelez-vous, Clément Bayard a créé son terrain d'aérostation en 1909. Donc en 1910, Coquerel fait l'acquisition d'une bande de terrain voisine au terrain de Clément Bayard. Je dis bien une bande de terrain parce que vu les dimensions de ce terrain, il semblerait quand même que ce soit une manœuvre plutôt malicieuse de sa part. Le terrain faisait une longueur de 170 mètres de long sur une largeur de 10 à 12 mètres, donc un véritable couloir. Pas nécessairement un terrain très utile, très exploitable. Et comme par hasard, sur cette bande de terrain, tout pile en face de la porte du hangar de Clément Bayard, il y installe 2 carcasses en bois d'une longueur d'une quinzaine de mètres, mais surtout d'une hauteur de 10 à 12 mètres, surmontée de 4 piquets de fer de 2 à 4 mètres de hauteur chacun, soit un total qui avoisinait jusqu'à 16 mètres de haut. Là, imaginez la scène, c'est la clôture la plus effrayante que vous ayez vue de votre vie. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que vous n'en avez jamais vu des comme ça. Sa soi-disant clôture mesurait donc jusqu'à 16 mètres de haut. Enfin, je ne sais pas si vous visualisez exactement ce que représente 16 mètres de haut. C'est quand même la hauteur d'un immeuble d'un peu plus de 5 étages. Imaginez-vous donc face à vous, face à votre terrain, une clôture immonde, surmontée de pics de fer, le tout faisant la hauteur d'un immeuble de 5 étages. C'est assommant. Et c'est d'autant plus gênant si, comme Clément Bayard, vous avez à manœuvrer des ballons dirigeables dont l'enveloppe est particulièrement fragile, risque de se percer et d'entraîner la destruction du ballon au moindre contact avec ses piquets. Ballon dirigeable qui, au passage, devait avoir un coût de construction pharaonique. Bref, vous avez compris le tableau. Et pour être même plus précis, le terrain de Coquerel et donc sa clôture était situé à 90 mètres de la sortie du hangar de Clément Bayard.
Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que les ballons dirigeables de Clément Bayard pouvaient mesurer plus de 80 mètres. Ceci veut dire donc qu'il avait une manœuvre particulièrement périlleuse à réaliser dans un espace réduit pour faire sortir ou entrer ces ballons dirigeables de son hangar. Vous l'avez donc compris tout seul, la manigance de Coquerel est clairement faite pour nuire à son voisin, car il ne s'agit vraisemblablement pas d'une clôture. Déjà, cette clôture ne ferme en rien son terrain, elle n'en fait pas tout le tour. Et si tant est que c'était une clôture n'a jamais besoin de faire 16 mètres de haut. Et encore, si une clôture faisait plus de 16 mètres de haut, elle n'aurait certainement pas besoin d'être surmontée de pics acérés. Et donc, ce qui devait arriver, arriva. En 1912, sa structure a entraîné une avarie sur l'un des ballons dirigeables de Clément Bayard. Tout simplement, un ballon dirigeable est entré en contact avec les pics, s'est percé et s'est écrasé. L'industriel s'est donc plaint auprès de la justice des agissements de son voisin, et on le comprend. Mais est-ce que sa plainte a une chance d'aboutir? C'est ce que nous allons voir tout de suite, car rien n'était si sûr à l'époque. Parce qu'après tout, Monsieur Coquerel, il est chez lui. Et là se situe tout l'enjeu de cette affaire, puisque vont s'opposer d'un côté la libre disposition de son droit de propriété, par Coquerel dans cette affaire, mais sinon plus généralement par tout un chacun, et d'un autre côté la nuisance qu'il provoque, ou que l'on peut provoquer, se faisant à son voisin. Et en fait c'est relativement inédit à l'époque, parce que dans la conception du droit français du début du XXe siècle, époque de notre affaire, eh bien c'est la même qu'au début du 19e siècle. Pour rappel, le code Napoléon, qui a évolué petit à petit pour devenir notre code civil que l'on connaît aujourd'hui, date de 1804. Eh bien, il y est affirmé que le droit de propriété est absolu. Donc que l'on pouvait en jouir pleinement et librement. On peut même remonter un petit peu avant, parce que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date donc de 1789, consacre la propriété comme étant un droit inviolable et sacré. Et une telle consécration, ce n'est pas rien. Et donc, si l'on peut jouir librement de son droit, et notamment de son droit de propriété, se pose la question suivante. Est-il possible d'abuser de son droit alors qu'il est censé être absolu? Eh bien, sa défense à Coquerel, elle est double. Et elle est très maligne, vous allez voir. Ce type était vraisemblablement un petit filou. D'un côté, sa défense était plutôt classique, c'était de dire « je suis chez moi, je peux donc bâtir et édifier sur mon terrain ce que je veux ». Alors ça, c'était plus ou moins possible de l'affirmer à l'époque, parce qu'il n'y avait pas toutes les contraintes, notamment du droit de l'urbanisme, qui existent aujourd'hui, et qui rendent désormais cette affirmation totalement fausse. Parce que non, aujourd'hui on ne peut plus faire bâtir exactement ce que l'on veut sur son terrain. Mais de l'autre côté, sa défense est plutôt drôle. Je trouve qu'il a été malin parce qu'il n'a pas spécialement cherché à nier qu'il causait une nuisance à son voisin. Au contraire, il assume qu'il lui crée un trouble et que ceci était censé augmenter l'intérêt de Clément Bayard pour se porter acquéreur de son terrain. Il le présente en fait en un acte de spéculation. Et effectivement, c'est plutôt habile. Dans sa réflexion, et je ne pense pas que ce soit une explication qu'il a sortie du chapeau pendant le procès, je pense que c'était vraiment ce qu'il comptait faire dès le début. Il s'est dit, si je crée sur ce terrain, accolé à celui de Clément Bayard, une nuisance à mon voisin, ça va le pousser à me le racheter pour faire cesser la nuisance. Et puisqu'il aura un intérêt très fort à faire cesser le trouble, et par définition, il sera prêt à mettre une somme plus importante pour se porter acquéreur. Entre guillemets, je fais monter les enchères. Et en plus, je fais un acte spéculatif, rien ne me l'interdit. Ok, très bien. Mais alors, qu'ont pensé les juges de cette réflexion ? Ces arguments étaient certes malins et ingénieux, mais malheureusement pour lui, il n'a pas eu gain de cause. Car les juges ont considéré que certes, un propriétaire peut chercher à tirer le meilleur parti de sa propriété. Et la spéculation, en tant que telle, est un acte parfaitement licite, ce qu'ils ont reconnu. Mais ce n'est qu'à la condition que les moyens qu'il emploie pour ce faire ne soient pas, comme ici, illégitimes et inspirés exclusivement par une intention malicieuse. La Cour de cassation relève que sa construction n'avait aucune utilité et qu'elle avait été édifiée dans l'unique but de nuire à Clément Bayard. Les juges ont pu affirmer qu'elle n'avait aucune utilité, car je vous l'ai dit, la clôture n'encerclait même pas son terrain, elle n'empêchait personne de passer. Au début quand même, le Coquerel, il était un peu de mauvaise foi, il a commencé à prétendre que c'était une clôture. Faut pas non plus se foutre de la gueule des gens. Si ce n'était pas une clôture, qu'est-ce que c'était? Ça ne lui permettait pas de produire quoi que ce soit, c'était pas, je sais pas, une antenne radio, non, rien de tout cela. Il n'en faisait littéralement rien. Or, ce qui était très clair en revanche, c'est qu'avec cette construction, il nuisait à son voisin. Je vous l'ai dit, dans sa défense, il finit par l'avouer lui-même, il dit que c'était pour lui nuire dans un but spéculatif derrière.
Alors, Monsieur Coquerel a été doublement condamné. Déjà, condamné à payer une indemnité pour les dommages causés au ballon dirigeable de Clément Bayard, mais aussi condamné à la suppression des piquets de fer. Pour l'anecdote, sachez qu'ils ont refusé d'accéder à la demande de Clément Bayard, qui constituait en plus à lui faire retirer la totalité de l'amas de bois. Ils l'ont seulement obligé à retirer les piquets qu'il a surmontés. Donc au final, le bourg, il s'est retrouvé avec un tas de bois immonde sur son terrain qui ne lui servait strictement à rien. Donc, le critère fondateur qui est retenu pour qualifier l'abus de droit, parce que c'est ça notre sujet de fond depuis le début, c'est quand une personne exerce son droit dans la seule intention de nuire à autrui. C'est important de dire la seule intention, car cette intention doit être exclusive de tout autre. Ce serait différent le cas où il y a une utilité première au propriétaire, et que par ricochet ou indirectement, ça cause nuisance à autrui. C'est bien différent. Non, là il y a une véritable qualification de l'inutilité objective pour le propriétaire. Et ici, au regard des faits reprochés, c'était assez évident. Finalement, aujourd'hui, cette solution nous paraît faite de bon sens. Et en fait, au-delà du bon sens, elle est même fondée en droit. Parce que je vous parlais tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Eh bien, l'article 4 nous rappelle bien que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et même si ce n'est pas expressément à ce texte auquel les juges se sont référés, c'est finalement une application logique et tempérée de ce précepte consacré par notre Constitution. Dans tous les cas, si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire sur votre terrain, votre maison ou votre appartement, ou pour éviter un conflit de voisinage, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de consulter un notaire. Il vous donnera les meilleurs conseils en matière de droit de propriété, faire de la médiation dans certains cas, et il pourra sinon vous rediriger vers le professionnel adéquat si jamais votre problématique dépasse son domaine d'intervention. Voilà, c'était l'histoire folle d'une brique dans la construction de la théorie de l'abus de droit sur fond de révolution industrielle. Et si cette vidéo vous a plu, likez pour marquer votre soutien, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines affaires judiciaires hors du commun. Et si jamais vous voulez laisser un petit commentaire, mais je vous en prie, lâchez-vous, on pourra discuter dans l'espace commentaire, voilà. Et moi je vous dis à très bientôt.